L'objectif de la table ronde est d'avoir des industriels qui vont vous parler de leurs innovations. Donc, pour présenter leur biographie, on a souhaité qu'ils se présentent avec 2 chiffres, de façon à ce que vous puissiez les connaître sous un angle un peu différent. Donc, je vais demander à Olivier Verriel, donc le directeur général de la société Scholtes de fabrication, de se présenter avec ces 2 chiffres. 1061, c'est le nombre de métiers bois 1830-1900 que nous avons. Et puis 2000, c'est ma date de naissance, non je blague, c'est le nombre de couleurs que nous avons possibles selon le 80 gammes de matières à l'usine. Merci. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Constance Moretti, qui travaille dans la société Brochier Technologies. Merci. Donc, pour mes 2 chiffres, ce sera 1999. C'est la première année durant laquelle nous avons tissé de la fibre optique pour faire un tissu lumineux. Et le 2e chiffre, c'est 500, qui est le diamètre le plus couramment utilisé en microns de la fibre optique que nous pouvons tisser. Je vais demander à Jacques Porcheret de se présenter. Alors moi, Jacques Porcheret, j'ai 2 chiffres qui illustrent un peu l'histoire du textile à Lyon. Je suis issu d'une famille de textiliens sur 4 voire 5 générations et je n'ai jamais travaillé dans la soie. J'ai toujours travaillé pendant presque 40 ans, donc c'est le 2e chiffre, dans le tissu technique. Donc vous voyez le passage de la soierie au technique. Et notre dernier intervenant, c'est Monsieur Yves Bayon, qui est expert scientifique à la société Medtronic et à qui je laisse la parole. Voilà. Donc 2 chiffres, 1 million de prothèses pour réparation de parois abdominales, donc produites sur le site de Trévoux au nord de Lyon par an. Et pour cela, donc 4 machines, 4 métiers à tricoter. Donc ce qu'on vous propose, c'est que l'ensemble des interlocuteurs que nous avons autour de la table puissent répondre à la question. L'histoire du textile technique avec votre entreprise, c'est quoi? Et donc je laisse la parole à Olivier. Tu sais que nous sommes surveillés par Hugues. Et donc... Et en plus, j'ai été désigné comme le mauvais élève. Voilà, en plus. Bon, donc, alors, je dors très bien, mais j'ai passé une mauvaise nuit. Parce que hier soir, j'étais à dîner avec presque toute la table. Là. Et puis moi, j'avais retenu savoir-faire. Alors, tu dis, voilà, savoir-faire, je vais leur raconter plein de choses. Puis là, maintenant, innovation, etc. Je dis, mais qu'est-ce que je vais leur raconter avec mes métiers bois, là? C'est pas possible. Vu tout ce qu'on a vu avant, l'angoisse a augmenté. Puis en plus, ils avaient oublié dans les slides de parler du tressage, qui est quand même un mode de production majeur. L'angoisse a encore augmenté. J'allais partir. Bon, puis j'ai été retenu par différentes personnes. Bon, donc je suis resté. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Nous, on est tresseurs, tisseurs et tricoteurs en petite largeur. C'est-à-dire qu'on va assembler des fils, comme ça a été bien dit par Corinne tout à l'heure et Bruno. On va les assembler pour former des structures textiles à la base d'un croisement. Bon, le tissage, vous avez été dit, le tricotage aussi. Le tressage, c'est un croisement à 45 degrés des fils. Et on fait plein de choses avec. Et ensuite, on va, nous, utiliser ce savoir-faire sur 2 marchés principaux. L'un qui se casse la figure, qui est les EPI, qui prend protection individuelle, parce que tous les acteurs européens ont été rachetés par des fonds américains et que quand on est français, on est trop cher, désagréable et alcoolique, donc ils ne veulent pas travailler avec nous. Et le deuxième, c'est la mode. Bon, la mode, et là, on est véritablement porté à tel point, il y a des chutes en ce moment, donc il faut porter des EPI dans l'amphithéâtre, il y a plein de choses qui tombent. Donc, harnais de sécurité et tous ces genres de choses. Donc, voilà. Et donc, nous, on est sur la mode et c'est vraiment ce qui nous a porté depuis quelques années. Donc, on est installé dans la région de Cholet. Nous sommes entreprise du patrimoine vivant. Donc, nous sommes labellisés pour des savoir-faire d'excellence. C'est-à-dire que l'État a reconnu, à travers une entreprise comme nous, le fait qu'on maîtrise des savoir-faire rares et compliqués parce que souvent, il n'y a plus de formation, il n'y a plus de moyens de les... De former les personnes. Autrement dit, on forme par nous-mêmes la plupart de ces savoir-faire. Et donc, on
on est dans une zone industrielle avec plutôt des bâtiments neufs. Vous ne les voyez pas parce que le film ne passe pas, mais on va régler ça tout de suite. Il y a un très beau film. Et on a une vieille usine aussi dans le centre-ville. Bon, qu'est-ce qu'on regroupe? Alors évidemment, je vous donnais ce chiffre un peu impressionnant. On regroupe un nombre très très important de métiers, puisque on a des métiers à tisser, petite largeur, plutôt modernes. On a des métiers à tresser d'après-guerre qui sont, eux, plutôt modernes. Et puis après, on va avoir des métiers à tricoter qui font du tubulaire. Et puis 2 types de métiers dont je vous parlerai plus longuement, parce qu'il y a une sorte d'innovation dans tout ça, qui sont des métiers en bois de 1830-1900, puis des métiers jacquard, on va revenir sur jacquard, qui sont fin 19e. Hein. Ils ont été en fait montrés pour la première fois à une des expos universelles, je ne sais plus laquelle, à Paris, parce qu'il y en a eu 2 très proches. On va... Ah voilà, merci. Voilà, bon, voilà, alors les bâtiments, hein, je vous en parlais. Alors oui, ça paraît assez neuf. Vous avez un banc, vous voyez, qui est ici. Donc je m'attarderai sur ce banc parce qu'on le revoit après. Hein. Alors voilà, vous avez toutes les cartes qu'on envoie. Vu monsieur, c'est pas mon père, c'est moi. Donc voilà, toutes les cartes, tout ça, on envoie ça aux clients parce qu'on a un mode de fonctionnement où on ne travaille que sur mesure. On a 8000 références, 2000 couleurs, je disais, et on va systématiquement face à un client. Bruno, tu peux montrer quelques cartes par là, voilà. Ça, c'est une nouvelle collection qu'on présente 2 fois par an. On la recrée from scratch, totalement avec des stylistes freelance, et donc on copie le système de la mode. C'est-à-dire que nous, on va travailler comme la mode, on va créer une collection, et les clients vont jamais commander ça. Ils vont adapter à la couleur. Donc là, vous voyez les métiers bois, on les verra plus en détail, avec le menard qui menait à la roue à aube, et puis derrière, Gigi qui monte le métier, et voilà, le jacquard, sur les métiers dentelle, donc la dentelle au fuseau mécanique. Donc les produits qu'on fait, ça va être en tissage des galons jusqu'à la sangle. Voilà, vous voyez des galons. Là, vous voyez un métier jacquard avec une sangle pour des EPI, vous voyez, légèrement élastique, avec un jacquard. Des tricots qui vont servir de cordon pour le balnéaire, tout ce que vous voulez. Des tresses qui vont donner lieu à des produits finis comme des lacets ou des cordons de capuche. Et puis, tas de choses. Alors, le banc photovoltaïque, je vais m'attarder 5 minutes dessus. C'est un partenariat avec un fabricant de linge de maison qui est Garnier Thibault, avec un fabricant de bandes photovoltaïques souples qui est Armor. Et on s'est dit qu'on voulait que ce banc soit totalement... tu peux l'arrêter le film, s'il te plaît. Merci. Parce que là, on voit des choses qui sont... Hop, voilà. Et qui sont... on a voulu que ce banc soit totalement textile. Alors la difficulté sur vous n'allez pas voir ceux qui sont loin, sur un banc textile, c'est quand vous voulez mettre des câbles électriques. Hein, nous, on a mis des bancs... Sur le haut du banc, on est allé mettre en quelque sorte les panneaux photovoltaïques qui, avec un réseau électrique, alimentaient des batteries. Et derrière ces batteries, on remettait un autre réseau électrique qui amenait à des LED. Et ces LED, en fait, éclairaient le banc le soir. On a un petit commutateur, on allume. Donc, effectivement, on a voulu tout mettre. Il n'y a pas tous les produits, mais par exemple, là, vous voyez des câbles électriques qui peuvent être comme ça dans un tissage introduit. Mais on peut très bien aussi les mettre à la Beaubourg par-dessus. On a fait pas mal de versions. On va avoir une fibre optique à l'intérieur d'un tissage. Et le grand avantage de tout mettre comme ça automatiquement dans un métier à tisser, c'est la productivité dont vous parlez tout à l'heure, Bruno, et sur le fait qu'après, quand on va vouloir coudre ça, coudre un câble, coudre un fil sur du textile, c'est horrible, si vous voulez, parce qu'il faut coudre centimètre par centimètre, et vous prenez un temps formidable pour le faire. Alors que là, on peut aller dans des procédés d'assemblage textile, que ce soit du sac ou que ce soit du tissu, hein, que ce soit dans le monde du cuir ou du tissu, beaucoup plus rapide, parce qu'on retrouve dans les mêmes réflexes le travail du textile. Donc c'est pas très innovant en soi, puisqu'on a fait que, comme je disais, ça fait rire tout le monde, trafiquer un peu nos métiers, on casse des peignes, on fait des choses pour passer ce qu'on peut appeler un fil, après tout, dans la définition très large qu'on a été donnée tout à l'heure, inhabituel, avec des souplesses qui ne sont pas attendues. Et on va venir, en quelque sorte, l'assembler. Alors, vous voyez les petites bandes rouges dessous, ce sont les LED. Et au-dessus, on ne voit pas les panneaux photovoltaïques. Et tout le long des poteaux en bois, là, on voit qu'il y a quelque chose de noir qui descend. C'est des galons, tout simplement. On avait mis là, le fil à la Beaubourg, ce qu'on voulait montrer. Ça a été exposé à PV, c'est pas mal maladé, ce banc. Merci, Olivier. J'ai encore 2-3 choses à dire. Tu veux bien? Non, c'est trop long. Non. 2 choses. Alors, tu peux montrer les photos juste parce que c'était pour peut-être illustrer en quoi, voilà, c'était
qu'est-ce qui est innovant dans ça, voilà. Tu peux les passer, voilà. Alors, vous avez là des métiers 1830-1900. C'était animé par une roue à aube. Et ça, c'est une activité qui, en quelque sorte, avait quasiment disparu, puisque c'est inventé en 1748 par Wilbok. C'est automatisé en 1785 par un Français. C'est repris par des Allemands qui l'appellent le bloc-mule. Bloc-mule, ça veut dire tête de mule. Et que ça ne marche pas. Et c'est des gens de Saint-Chamond. Donc Saint-Chamond, vous voyez, on est en plein dans la Haute-Loire. Donc on n'est pas loin des 3 autres personnes. Et là va se développer durant 150 ans ce qui va être la capitale mondiale de la tresse et du lacet. Ces industries n'ont pas disparu. Les métiers bois ont disparu. On est les derniers à avoir un parc, à savoir les régler, les faire fonctionner. Guy Camus, qui avait repris l'usine de son papa, qui datait de 1833, vient toujours à l'usine pour remettre en service des métiers qui n'ont pas tourné depuis l'entre-deux-guerres. On a ressorti par exemple le Milanais, qui est une tresse qui servait à faire des cravates en 1930. Je pense que des marques connues de la rue du Faubourg l'utilisaient beaucoup à l'époque. Et effectivement, on fait une sorte d'innovation, si vous voulez, à travers ces métiers, parce que, je vous dirais, c'est peut-être une innovation de business, peut-être une innovation, mais l'innovation, elle est simple. C'est que ces métiers ont été remplacés parce que des métiers modernes ont fait un peu ce qu'ils faisaient. Et là, l'innovation est simple, c'est qu'on revient à réutiliser des fibres fragiles et à retrouver des grains beaucoup plus beaux que l'on fait en métier rapide. L'équivalent de ces métiers rapides tourne à 60 mètres heure. Là, vous êtes à du 5 mètres heure. Et les métiers dentelles, on est à du 2,5 mètres heure. Ce n'est pas un facteur de coût, ça. C'est un facteur de productivité, si vous voulez. Parce que le temps de montage du métier n'est pas forcément beaucoup plus long qu'un métier rapide. Mais le résultat est vraiment très différent. On a vraiment un aspect. Et ça explique une des grandes raisons du fait que le luxe parisien, en voyant ces produits, quand on les a remontrés, s'est pas trompé, si vous voulez. Et je reboucle, pour terminer, avant que Corinne se fâche, je reboucle sur... Bruno, si tu pouvais remontrer les cartes. Vous allez remarquer que ces cartes... Donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, je suis disponible toute la semaine. Ces cartes, si vous voulez, ce qui est frappant, c'est cette photo dessus. Et notre principal danger, c'est pas l'innovation est toujours porteur d'une probabilité de succès ou de pas de succès. Et nous, ce qu'on avait identifié, c'est que beaucoup de ces produits ont été oubliés, tout simplement. La tresse au fuseau mécanique sortie des métiers dentelles, c'est une tresse étroite, c'est la deuxième tresse mécanique avec le Livers en France, est oubliée. Donc il faut réillustrer avec ces photos comment on peut les utiliser. Il faut réapprendre aux maisons de couture, pour ceux qui ont oublié ces produits, à imaginer comment ils peuvent l'utiliser. Et pour en finir, un produit étonnant, ça s'appelle la soutache. Il n'y a pas de QCM à la fin sur les noms des produits. C'est en un seul mot. La soutache est utilisée par les brodeurs de luxe pour travailler sur le tulle. Par exemple, on l'a transformée en lacet. Pourquoi pas? Merci. Merci Bruno. Donc je prends la suite. Donc Brochier Technologie. Qu'est-ce que nous faisons? On avait droit à 2 chiffres, on avait droit à quelques objets aussi. Donc je vais allumer mon objet. Voilà, on fait ce genre de choses. Notre activité, c'est le tissage, donc chaîne et trame, de fibres optiques pour des applications principalement lumière. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu d'où est-ce qu'on vient et à quoi sert ce genre de produit. Brochier Technologie, en fait, le nom de Brochier est assez connu dans la région lyonnaise, puisque c'est une grande famille de textiliens, depuis déjà le 19e siècle. Initialement, Brochier Soieries tissait et imprimait de la soie. Ça, c'était 19e siècle et début 20e. Et ensuite, avec l'histoire du textile que vous connaissez certainement, donc les années 60 qui ont été un petit peu plus difficiles pour l'habillement en France, l'entreprise s'est réorientée vers le textile plus technique. Et dans les années 60, Brochier SA, cette fois-ci, tissait le nez du Concorde en fibre de verre. Donc on a une évolution du textile plutôt destiné à l'habillement vers le textile plus technique. Et en 1999, donc pour un défilé qui a eu lieu en 2000, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la première fois que nous tissons de la fibre optique. C'était pour une robe de mariée pour le défilé d'Olivier Lapidus. À partir de cette robe de mariée, il y a un intérêt certain pour la technologie. Donc, cette structure qui n'était pas encore Brochier Technologie
commence à aller voir des entreprises plus techniques, à aller voir Alstom, à aller voir Airbus pour présenter cette nouvelle techno qui éveille un intérêt. On est sur un matériau qui est souple, qui est lumineux, qui est conformable, qui a à la fois tous les avantages d'une structure qui émet de la lumière et tous les avantages du textile. Donc de là, de plus en plus d'applications textiles et techniques dans les applications du style décoration, EPI, sécurité. En 2007, c'est la création de la structure Brochier Technologies en tant que telle, et aujourd'hui, nous sommes 3. Il y a également Neomedlight, qui est une de nos filiales, qui s'occupe de la commercialisation des applications médicales. Il y a certaines maladies qui se soignent avec la lumière. On n'a rien inventé, simplement on y amène les avantages du textile. Donc de la souplesse, et donc de la flexibilité, donc de la légèreté. Et notre deuxième filiale s'appelle EFI Lighting et s'occupe de commercialiser la technologie Lightex pour l'automobile. Aujourd'hui, c'est principalement de la décoration. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a de plus en plus de lumière quand on rentre dans la voiture. Ça s'allume, ça s'éclaire, il y a des lignes de lumière, beaucoup de décoration, de design. Mais il faut savoir qu'à partir des années 2020-2022, l'arrivée du véhicule autonome va demander d'avoir un système de signalisation intérieure pour la reprise en main du véhicule. C'est-à-dire, votre voiture va conduire toute seule, ça va être très bien. Moi aussi, j'ai hâte. Mais il faudra quand même qu'elle puisse vous signaler le moment où il faut reprendre le volant. Et le signal lumineux peut avoir un avantage pour ça. Donc la technologie Lightex, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, nous utilisons le procédé de tissage jacquard, qui est traditionnel dans le domaine textile, pour entrecroiser notre fibre optique avec des fils textiles plus traditionnels. La robe de mariée en 1999, c'était fibre optique et soie, mais depuis on a tissé du Kevlar, on a tissé des différentes formes d'aramide, on a tissé du carbone, on a tissé des fils beaucoup plus techniques. L'avantage du jacquard, c'est qu'il amène une maîtrise fil à fil, qui nous permet de faire ce type de motif très précis, avec encore une fois soit des applications esthétiques, on peut faire des logos, on peut faire des formes, soit des applications fonctionnelles. En utilisant cette maîtrise technologique à partir d'un procédé qui a quelques siècles déjà, en fait, on peut localiser une fonction. Et pour des applications très innovantes comme le médical ou comme les capteurs, ça a vraiment du sens. Alors, vous avez quelques exemples ici de ce qu'on peut avoir comme motif. Dans les applications, je serais bien en peine de me concentrer sur une seule application, parce qu'en fait, on peut s'en servir partout. J'ai parlé de l'automobile. Dans l'art, évidemment, ça a quelque chose d'inspirant, cette forme souple et lumineuse. On a eu la chance que Daniel Buren, par exemple, nous fasse confiance pour plusieurs réalisations à partir de ce tissu lumineux. Dans la communication, dans l'innovation au sens large, mais j'y reviendrai un peu plus. Pour l'environnement, même chose, je vais essayer de développer un petit peu plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des procédés photochimiques bien particuliers qui permettent de dégrader certains polluants en combinant des matériaux chimiques bien précis et l'apport de lumière. Même chose, c'est quelque chose que nous n'avons pas inventé, ça s'appelle la photocatalyse et ça existe déjà. Il y a des bétons qui sont dépolluants ou des peintures qui sont dépolluantes. Nous, notre avantage, c'est qu'on peut mettre la structure textile lumineuse et le matériau chimique dépolluant sur une même surface et donc gagner considérablement en efficacité. Et quand on sait que la pollution extérieure est malheureusement beaucoup trop importante, mais qu'en plus la pollution intérieure est 40 à 100 fois plus élevée, on a un vrai besoin de savoir dépolluer tout ça. Et ça, le textile peut aussi nous y aider. La santé, comme je le disais tout à l'heure, il y a certaines maladies qui se soignent avec la lumière. La jaunisse du nourrisson, par exemple, se soigne avec de la lumière bleue. Comment ça se passe jusqu'à maintenant ? Le nourrisson qui a la jaunisse, il est placé dans une espèce de boîte sous des barres de lumière bleue qui chauffent. Donc déjà, le traitement dure 6 à 8 heures par jour, pendant lesquelles le bébé est loin de ses parents, dans cette boîte qui chauffe, le bébé transpire, il perd de l'eau, etc. Nous, on a créé un produit qui s'appelle le Billy Cocoon, qui est un espèce de duvet tissé en fibre optique, dans lequel est placé le bébé. Et à la fois, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus confortable. Ça ne chauffe pas et le bébé peut être gardé dans les bras du parent ou du soignant. Voilà, on s'est réinventé aussi les choses pour les améliorer grâce à ces innovations. L'architecture, même chose, tout ce qui est autour du design, c'est toujours assez inspirant. La sécurité,
On n'est plus sur des matériaux phosphorescents ou réfléchissants, on est sur de la très haute visibilité, visible absolument en tout temps. Le ferroviaire et l'aéronautique, même chose que pour l'automobile, un petit peu de design, un petit peu de sécurité. Quelques images ici, j'aurais aimé en mettre beaucoup plus parce qu'on a eu des centaines et des centaines de projets depuis 1999, mais je ne peux pas m'étendre autant que ça. Sur les transports, voilà, quelques idées de notre filiale EFI Automobile, EFI Lighting, pardon, pour l'automobile, souligner des éléments à l'intérieur de la voiture. L'innovation et la fashion tech, ici on a des baskets que nous avons développées avec Eram il y a 1 an ou 2 maintenant. En fait sur la tige de la chaussure il y a une partie en latex qui s'éclaire et qui est reliée à une application. Donc on peut par exemple prendre un élément en photo avec son smartphone, l'appli va analyser la couleur et retransmettre cette couleur-là de sorte que la basket va s'allumer dans la couleur de l'élément que vous avez pris en photo. Des choses assez sympas. Architecture et bâtiments, ici c'est la tour ERDF qui est à Paris. Ces grands panneaux sont en fait du latex qui est contrecollé avec des éléments de plastique. Donc on a une couleur aussi assez intéressante. Le médical, j'en parlais tout à l'heure, c'est le fameux Billy Cocoon, donc le petit duvet pour soigner la jaunisse du nourrisson. L'art et l'événementiel, ici c'est une installation qui a été exposée pour la première fois à la Fête des Lumières à Lyon, qui a lieu en décembre, qui a été développé avec un artiste et aussi avec le CNRS et qui utilise en fait une longueur d'onde proche de celle nécessaire pour la dépollution dont je parlais tout à l'heure. L'œuvre s'appelle Platonium et elle a fait un certain nombre de fois le tour du monde depuis. Donc, si jamais vous voulez la voir, avec un peu de chance, elle repassera peut-être par ici. Et l'environnement, ici c'est un prototype de notre système de dépollution qui fonctionne dans l'air, qui fonctionne dans l'eau, qui sait détruire les COV, donc le formaldéhyde dont on entend un peu trop parler malheureusement, mais aussi les traces de médicaments dans l'eau, etc. On fait aussi des capteurs, on fait aussi des applications toujours nouvelles, toujours diverses, en essayant à chaque fois de croiser des savoir-faire textiles historiques, donc le tissage jacquard, donc l'utilisation de matériaux parfois traditionnels, et l'innovation. Nous avons plusieurs brevets, on a une équipe qui est presque entièrement dédiée à la R&D, on est beaucoup de jeunes docteurs qui venons de beaucoup de domaines différents, pas seulement des textiliens, nous avons un département électronique, un département optique, parce que ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que dans le textile en général, et en particulier pour nous, pour le tissage de la fibre optique, on a besoin de cette interaction entre les savoir-faire et entre les expertises, et que c'est comme ça qu'on saura progresser. Merci beaucoup. J'ai d'autres tissus si vous voulez qu'on en discute plus tard. Donc Jacques Porcheret va aborder avec vous comment on travaille sur les opportunités. Oui, donc je me présente rapidement. Je suis à la retraite depuis 1 an, mais j'ai fait toute ma carrière dans une société multinationale, petite multinationale du textile, mais leader dans beaucoup de domaines au niveau mondial, qui s'appelle Porcher Industries, qui est située en région lyonnaise, dans le département de l'Isère. Et avec Corinne, Corinne m'avait demandé de parler des opportunités, comment est-ce que les gens passent d'une part du textile traditionnel au tissu technique, et comment on arrive à saisir les opportunités, comment on arrive à développer en étant en phase avec les demandes du marché. Alors, je ne vais pas vous lire le texte, simplement vous dire que, et quelqu'un en a parlé tout à l'heure, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une vraie effervescence au niveau de la chimie, c'est toi qui en as parlé, avec l'arrivée de fibres nouvelles, avec des opportunités qui sont présentées. Alors les fibres nouvelles, je vais en citer que 2, mais il y en a eu plein d'autres. Le nylon, qui était notamment utilisé pour les parachutes américains, quand il y a eu les parachutages durant la guerre, et la fibre de verre, qui était alors très très récente, puisqu'elle est arrivée dans les années 50. Donc des fibres nouvelles, des technologies nouvelles. On a évoqué un tout petit peu, alors je parle à la dame tout à l'heure, on a parlé qu'un tout petit peu de la navette, mais c'est vrai que dans les années 60-70 sont apparus les métiers dits sans navette, donc des métiers plus rapides, des métiers qui avaient des tas d'avantages, et puis des nouveaux marchés. Alors on a parlé des militaires, c'est vrai que le militaire est un marché qui est souvent intéressant parce qu'il est
précurseurs dans les évolutions, mais des nouvelles tendances, ce qu'on appelle les mégatrends, mais les tendances sociétales comme le bien-être, la pratique du sport, les transports qui ont éclaté. On n'a jamais tant voyagé que depuis ces années-là. Bref, un certain nombre de gens, et il y en a autour de cette table, ont su saisir ces opportunités en adaptant d'un côté l'utilisation de nouvelles matières, la fibre de verre en ce qui concerne Porcher, les nouvelles technologies, donc des nouveaux métiers à tisser, et en allant vers des nouveaux marchés. Je vais en citer un qui pour Porcher a été énorme et hyper important pour sa croissance, c'est le marché de l'électronique. Je crois que j'ai mon téléphone là. Dans mon téléphone, je pense qu'il y a à peu près 1 mètre de tissu, de verre. Dans une clé USB, c'est un peu moins parce que c'est un peu plus petit. Dans cet ordinateur, là, il y en a facilement 2 à 3 mètres de tissu de verre. Alors, des tissus très très fins, des tissus extrêmement intelligents. Donc, c'est l'aptitude qu'ont eu ces gens, donc des grands de l'industrie textile, il y en a dans la région Rhône-Alpes, il y en a dans le Nord, etc., qui ont su adapter ces nouvelles matières, comprendre ce que ces nouveaux marchés demandaient, et aussi, en travaillant avec les fabricants de machines, faire en sorte que ces nouvelles matières soient travaillées de façon industrielle et économique pour répondre à la fois en performance et en argent à ces demandes nouvelles. Donc c'était un peu l'illustration de ça. C'est vraiment, pour moi, un marché qui a su s'adapter et prendre plein d'opportunités. Et ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont eu la capacité à les sélectionner. Est-ce que c'est une histoire qui est finie? Sûrement pas. Des opportunités, il y en a encore. Sur la fin de ma carrière, je m'occupais de business développement. Je m'aperçois que du textile, on peut en mettre mais vraiment de partout. Hein. Soit en remplacement de matières premières existantes. Je prends un exemple dans le bâtiment. Peut-être, oui. Ah ben oui, on va parler de ça. Je vais rapidement balayer. Vous voyez que parmi les opportunités, il y a la fabrication et le stockage de l'énergie électrique. Tout le monde connaît les éoliennes. Le mât n'est pas en matériaux composites, mais les pales, si. C'est de la fibre de verre ou de la fibre de carbone. Vous voyez sur la droite, en haut, on est en train de refaire un plein d'hydrogène pour une voiture à hydrogène. Eh bien, des sociétés comme Porcher travaillent à la fabrication et la sécurisation du réservoir d'hydrogène. Parce que l'hydrogène, ça a plein d'avantages, mais un gros problème, c'est que ça explose. Donc il faut avoir un réservoir absolument sûr. Et puis en dessous, une photo un peu spectaculaire, où vous voyez un champ de panneaux photovoltaïques, et devant, ces espèces de congélateurs, ce sont en fait d'énormes piles. Et donc Porcher a travaillé avec une start-up américaine pour mettre au point des tissus qui servent à la fabrication de ces conteneurs de stockage de masse pour l'électricité. Parce que l'électricité, c'est un peu son défi, c'est de pouvoir être stocké. Jusqu'à présent, on connaissait l'eau des barrages qui stockait de l'énergie potentiellement. Là, on stocke dans des piles, mais énormes. Donc ça, c'est quelque chose de très très récent. Hein. Réduction de la consommation d'énergie et des ressources naturelles. J'ai pris quelques exemples. Le premier, c'est le bâtiment. Ça, c'est un bâtiment qui est à Grenoble, si je ne me trompe pas, qui est absolument pas consommateur d'énergie. C'est une énergie positive, c'est-à-dire qu'il vit avec sa propre énergie. Et ça, c'est une tendance énorme qui arrive dans notre société, enfin dans nos sociétés. Les contraintes sur la construction vont être de plus en plus sévères, et d'ici quelques dizaines d'années, nos maisons et nos bâtiments ne devront plus consommer d'énergie, peut-être même en produire. Autre exemple qui consiste à irriguer ou arroser des espaces verts. Vous aurez remarqué que dans les villes, on essaye d'ajouter de plus en plus d'espaces verts, notamment par exemple sur les voies de tramway, les toitures, parfois même des murs végétalisés. Si vous arrosez tous ces espaces verts, parce que pour que les végétaux vivent, il faut les arroser, si vous les arrosez avec un vous voyez ce que je veux dire, il y a à peu près 20 à 30% de l'eau qui part en évaporation. Hein.
Là, on a mis au point, alors pas Porcher, mais d'autres sociétés, des systèmes textiles qui sont déposés sous les racines et qui, par capillarité, amènent de l'eau. Et là, 100% de l'eau va vers les racines de l'herbe. Un exemple. Dernier exemple, on en a parlé ce matin, la voiture électrique, une tendance lourde. Alors, j'ai illustré ça par ce petit rectangle rouge. Il faut savoir que dans ce rectangle rouge, c'est en fait un boîtier qui régule la consommation d'énergie de la voiture pour lui donner notamment plus d'autonomie. Là-dedans, il y a une technologie de fou. C'est de l'électronique ultra haut de gamme, plus perfectionnée que ça, parce que ça tombe en panne, on ne meurt pas. Si la voiture autonome, parce qu'on parle aussi de ça, tombe en panne, là, il y a gros problème. Donc là-dedans, il y a plein de tissus, et des tissus hyper complexes. Ça, c'est pour demain. Autre exemple de préservation des ressources naturelles, j'en parlais tout à l'heure avec je ne sais qui, avec toi. Voilà un exemple où Porcher est présent. Vous voyez cette espèce de grand cerf-volant qui est devant ce tanker, pas un tanker, un porte-container. L'idée, c'est de... Alors ça, c'est un développement qui est en cours et qui est quasiment fini. Le chef de projet, c'est Yves Parlier, quelqu'un de connu dans le monde de la voile. L'idée, c'est d'alléger la consommation des gros porteurs, alors soit des tankers, soit des porte-conteneurs, soit même des chalutiers, en tirant les bateaux avec des cerfs-volants. Et le but, c'est de diminuer de 5 à 15% la consommation de pétrole des bateaux. Si vous estimez qu'il y a à peu près 100 000 bateaux qui naviguent sur nos océans et nos mers, la réduction même que de 5%, prenons la fourchette basse, c'est un enjeu colossal. Là, on est en train de parler de milliards de dollars d'économies en argent, mais surtout en pollution. Donc là, un dossier qui est en cours et qui est bientôt terminé d'ailleurs. Alors là, je me retourne vers ma collègue puisque je vais parler d'un de ces produits. Voilà le tissu avec des fibres optiques, mais ça, on en a déjà parlé, mais oui, le bébé a l'air d'être confortablement installé. Quelque chose qui est aussi en croissance, c'est le monde de l'exosquelette. Donc l'exosquelette, c'est ce que vous voyez à droite avec le monsieur qui marche. Là, il y a deux marchés. Il y a le marché des gens qui ont des problèmes suite à un accident de voiture ou quelque chose comme ça et qui ne peuvent plus marcher. Grâce à ces exosquelettes, ils peuvent retrouver l'usage de leurs jambes. Alors évidemment assisté, et là on parle de fibres de carbone parce que c'est léger et donc c'est moins contraignant pour la personne. Et puis on en a parlé tout à l'heure. Alors le deuxième marché, c'est le marché militaire. Alors là, les militaires sont friands d'exosquelettes parce qu'un soldat peut marcher 90 km avec 50 kg sur le dos, par exemple, enfin des choses comme ça. Enfin ça, je connais moins. Et puis les produits connectés dont on a largement parlé. Là, je crois que j'empiète sur ton secteur. Donc là, il s'agit de produits médicaux qui sont introduits dans le corps humain. Mais là, mon ami va en parler après. La communication. Alors, j'ai parlé de l'iPhone ou d'autres choses. Donc, des tissus de verre très, très fins. Vous avez vu tout à l'heure cette somme de dirigeables. Donc, ça, c'est un porte-satellite. Donc, c'est assez intéressant. Vous voyez une partie supérieure qui est transparente. Les rayons du soleil traversent cette partie transparente. À l'intérieur, il y a une sorte de miroir qui renvoie les rayons concentrés sur une sorte de crête où on voit un petit carré blanc en haut du ballon. Là, on concentre pour générer de l'énergie. Donc, il y a un panneau solaire. Et le ballon est auto-alimenté. Là, les défis technologiques sont énormes. Hein. On a parlé des particules, mais on n'a pas parlé des changements de température dingues. Bon, ça, c'est en cours aussi. J'ai mis un AWACS parce que sur l'AWACS, vous voyez qu'il y a un énorme radome. C'est l'espèce de soucoupe noire. Alors, c'est vrai pour l'AWACS, mais la plupart des avions ont aussi à l'avant un radome. Un radome, donc, c'est un radar. Mais pour que ce radome fonctionne, il faut trouver des textiles perméables aux ondes. Et ça aussi, des gens de la région de Lyon fabriquent ça. Dernier cas, alors j'ai mis quand même un militaire, mais c'est pour illustrer le fait que ces militaires, comme d'autres activités d'ailleurs, ont besoin de communiquer. Et là encore, on communique grâce à des éléments électroniques qui sont déposés dans les tissus.
Voilà en gros quelques idées de produits et de marchés dans le domaine du textile avec des choses un petit peu, pas révolutionnaires, mais un petit peu osées. Voilà. Si vous avez des questions, je serai... Alors, notre dernier intervenant, c'est Monsieur Bayon de la société Medtronic, qui va nous présenter des applications plutôt orientées dans le secteur médical, qui permettra de comprendre comment est-ce que le textile peut apporter des solutions nouvelles à des marchés en quête de solutions innovantes. Donc, bonjour à chacun, je vais l'exprimer donc en mon nom, donc en tant qu'employé de la société Medtronic, mais en tant qu'expert. Je vais d'abord en fait balayer rapidement en quelques diapositives sur Medtronic et ça vous permettra mieux ensuite de voir quel est l'ancrage des solutions textiles parmi ce monde, en fait, donc cet univers de dispositifs médicaux. Et d'abord Medtronic, c'est avancer avec chacun de vous parce que nous serons patients un jour ou l'autre, nous avons été patients ou nous le serons encore. La technologie médicale est très orientée. Elle est très orientée en fait dans les solutions que nous commercialisons, et nous avons quelques-uns des exemples, et notamment en haut à gauche, c'est un pacemaker qui s'intègre directement dans la paroi cardiaque. Fondé sur l'innovation et la collaboration depuis toujours, et notamment avec le développement d'un pacemaker dans un garage dans les faubourgs de Minneapolis. Ce que nous faisons, cette diapositive, n'allons pas trop la voir, nous intervenons pratiquement sur chaque partie du corps humain, à l'exception de quelques organes, quelques tissus, comme les yeux ou comme les applications purement orthopédiques. Et en plus, nous développons des solutions de telle manière à être davantage sur le parcours patient. Comment ça se décline avec une division cardiovasculaire, et je donnerai quelques exemples du textile. Et pour voir ces applications textiles, il faut aller plutôt en back-office, en fait, donc, et ce ne sont pas les premières qui sont mises en avant. Là, par exemple, vous avez donc un exemple en fait, de valve cardiaque aortique qui se déploie de manière mini-invasive par l'artère fémorale, donc en évitant des chirurgies ouvertes. Groupe diabète, avec une solution qui se base sur à la fois le monitoring du glucose en continu, et qui va commander donc une pompe à insuline pour injecter donc le niveau d'insuline en fonction de la glycémie qui est faite en continu, et même plus maintenant avec un algorithme qui permet de prédire jusqu'à 4 heures à l'avance le taux de glycémie. Groupe des thérapies mini-invasives dans lequel le site de Trévoux s'inscrit, avec d'autres solutions autres que le textile, avec des agrafes, avec des systèmes de navigation, notamment pour les chirurgies pulmonaires, pour opérer davantage les tumeurs profondes. Groupe thérapie restaurative, on trouve aussi quelques solutions textiles, mais basées sur l'aide à la navigation, l'aide à la chirurgie du rachis et crânienne, mais également des exemples de neurostimulation et quelques exemples en faisant également de métallurgie fine pour le traitement des AVC. Et ceci supporté par une série de services et solutions pour optimiser les soins et pour couvrir l'ensemble du parcours, non pas uniquement pendant l'intervention, mais être avant, pendant et après, accompagner le patient pendant tout son parcours. Qu'est-ce que ça représente? L'ensemble du groupe, c'est 30 milliards de chiffre d'affaires, avec une répartition assez proche en faisant pour les 3 groupes principaux, et un peu moins pour le groupe diabète, qui est une structure émergente. 84 000 employés, et avec une forte présence de scientifiques et ingénieurs, et qui montre que l'innovation est très présente dans cette société, avec des implantations diverses et variées, avec le siège social donc à Dublin en Europe, donc c'est officiellement une entreprise européenne, et le siège opérationnel à Minneapolis. Avec quelques installations en France, et je me retrouve donc à Trévoux, au nord de Lyon, avec environ 1300 employés sur le territoire français. Donc 3 sites de production, un site de formation, un site de logistique et centre de formation et support technique, et également le siège à Boulogne, tout près d'ici. Ce qui va nous intéresser davantage, ce sont comment on retrouve les textiles
comme implants médicaux. Et quelque part par là, donc je me disais, mais qu'est-ce que je fais au sein de cette fondation Hermès, qui est basée sur la mode, qui est basée sur le luxe, mais quelque part, on peut voir en fait donc des parallèles, et avec... Voilà. Et avec en fait donc des solutions qui sont, ma foi, c'est un peu de l'art quelque part, quand on voit notamment ce produit qui associe à la fois un film de collagène, un textile, avec 4 triangles qui viennent faciliter la pose en faisant de ce produit pour les hernies ombilicales, et puis ensuite pour avoir de la mémoire de forme, on a des pièces qui sont surmoulées. Textile aussi qui peut être technique, on ne le voit pas trop ici, mais on a quelques picots, quelques grippes qui permettent donc à la mèche de se fixer elle-même sur les tissus, notamment en région inguinale, au niveau de l'aine, et ce en faisant économisant des sutures ou des agrafes. Patch hémostatique, on parlait aussi de technologie. Le produit initialement c'est un tricot à base de cellulose qui ensuite est transformé en cellulose oxydée afin qu'il soit complètement résorbable et pour délivrer ses fonctions de contrôle en faisant des saignements. Et cette technologie fluide supercritique, qui a mis 10 ans environ à se développer. Et avec derrière, on voit aussi donc une autre couche en fait, donc, qui vient se rajouter. C'est un peu de l'ennoblissement, si on veut quelque part aller par là, et qui permet en fait donc au sang d'être contenu en fait dans la matrice, en fait dans le tricot de cellulose oxydée et du coup délivrer dans la plupart des cas donc un arrêt du saignement, même dans les conditions difficiles, après moins d'une minute. D'autres exemples en fait donc notamment des prothèses endovasculaires pour traiter les anévrismes abdominaux aortiques. On voit donc une prothèse bifurquée, on a vu une autre prothèse bifurquée vasculaire, et celle-ci, elle vient en fait donc vraiment renforcer les parois en fait dans les artères au niveau de l'aorte et au niveau de l'iliaque. Peu importe, mais ce textile, lui, il a la particularité en faisant de se pouvoir se déployer de manière mini-invasive et donc pas par chirurgie ouverte. C'est de l'art aussi, c'est de la confection, parce qu'on voit qu'on a une base en fait donc tissée, et puis derrière vient se rajouter donc le stent en nitinol qui va donner des propriétés mécaniques, qui va permettre en fait donc à l'artère d'être bien, le remplacement, le substitut de l'artère en fait donc de bien délivrer ses fonctions. Et ce stent en fait donc il est posé par suture. Et vous pouvez imaginer le nombre de sutures, plusieurs centaines. Un autre exemple aussi, quelque part, qui peut relever aussi de l'art, avec une association, un assemblage très fin. Vous avez donc une partie, une partie textile, qui vient en fait coiffer un support en pic, et sur lequel est cousu 3 valves qui sont faites en péricarde porcin. Péricarde porcin, c'est l'enveloppe du cœur, et qui, elle, est traitée et façonnée, découpée au laser, de telle manière à générer ce produit, et qui doit en fait remplir la fonction de la valve, en fait s'ouvrir et se fermer 60 fois par minute, et ce au moins pendant 10 ans. Vous pouvez imaginer les travaux de validation pour arriver à ce produit qui doit assurer en fait donc le remplacement de la valve d'origine pendant 10 ans. Ça correspond à environ 400-500 millions de cycles. Une dernière application, c'est un produit tissé qui est utilisé pour stabiliser les stimulateurs en faisant des pacemakers et autres dispositifs pour le contrôle de l'activité, la régulation de l'activité cardiaque, de telle manière à ce que ce produit ne se déplace pas. Et pourquoi il est orange? Alors c'est un ennoblissement, on va dire, qui est très noble. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est là pour libérer des antibiotiques et générer moins de complications infectieuses après la pose de ces implants. Ces implants sont portés sur les patients plutôt fragiles, avec beaucoup de comorbidités. Moins de complications infectieuses pourraient avoir des enjeux vitaux. Donc ce produit, stabilisation, mais en même temps délivrance d'antibiotiques. Donc ce ne sont que des exemples, on ne les voit pas forcément en back-office, mais ils sont là. Et quelque part, en fait, donc, je trouve un lien, quelque part un écho avec des produits, on va dire, qui sont façonnés, qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, voilà, donc, pour pouvoir les mettre sur le marché.
et pas visibles. Ils sont peut-être chez certains d'entre vous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Donc on n'a pas complètement fini, mais on va finir à l'heure quand même. On a vu en fait 4 expériences complètement différentes avec des grands groupes, des sociétés traditionnelles, des gens qui ont muté, qui ont changé de technologie et de procédés, etc. Et maintenant on va poser la question à ces 4 intervenants, une question qui est assez simple. Enfin, on verra. C'est quoi l'avenir du textile ? Comment est-ce que vous voyez l'avenir du textile ? Vers quel type d'application est-ce qu'on s'oriente, etc. Et en plus, on va leur demander à chacun de répondre dans l'ordre qu'ils souhaitent, mais en 1 minute chrono. Bon courage. Non. Qui veut commencer ? Pas gagné. L'avenir du textile, en discutant entre nous, et puis vous l'avez sans doute entendu, vous apercevez que toutes ces entreprises textiles en France et ailleurs partent généralement de marchés très traditionnels liés aux vêtements principalement, et que des accidents de parcours positifs, des accidents positifs ont fait que des brochiers ou autres se sont retrouvés sur des marchés technologiques. Alors moi j'ai donné un petit témoignage en 1 minute sur une PME comme nous, toute petite. Ça peut arriver, il y a des projets, il y a des choses en cours. Ça se heurte à une première chose qui est que nous sommes sur la mode. Donc nous sommes dans un timing hyper accéléré. On renouvelle tout tous les 6 mois. Alors que quand vous êtes dans l'innovation, on parle en années. Donc ça c'est la première chose, c'est que nos cycles font qu'on a beaucoup de mal à se mettre dans un cycle d'innovation. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le financement de l'innovation a été concentré dans les mains d'un organisme d'État qui s'appelle la BPI, et que cet organisme est un véritable frein pour des entreprises comme nous, parce qu'ils ont des critères qui font qu'on a beaucoup de mal à travailler avec eux. Le troisième point, j'assume mes propos. Le troisième point, c'est que l'innovation en France est regroupée par on est un Eldorado de l'innovation. La France est un Eldorado de l'innovation pour plein de raisons, pour le crédit d'impôt recherche, pour toutes les structures qui existent, dont Corinne en est la représentante d'une. Mais il y a des laboratoires, il y a des centres techniques sectoriels, il y a tas de choses. Et c'est totalement, je dirais, obscur pour une PME comme nous. On a beaucoup de mal à s'y retrouver. Alors évidemment, des gens comme Corinne sont là pour ça. Mais quand on voit des gens de PME comme nous, on a tout de suite peur, parce qu'on ne sait pas où aller. Et ça, ce troisième élément fait que nous sommes beaucoup freinés. On est sur un projet actuellement dans l'Ouest, l'usine 4.0. On a perdu 3 ans parce que, par ignorance, pour tas de choses, on a pris des mauvaises pistes, tout simplement. Voilà. Alors à venir, oui, il y a tout simplement, nous, en continuant à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire l'art de la main, le luxe, le beau, c'est souvent la main, vous la voyez sur les photos. On innove par la main en remettant des vieux métiers en route, et tout ça, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien. Il y a juste la main, sa sensibilité, des gens qui acceptent de venir nous rejoindre pour être formés 3 ans avant de maîtriser. Et ça, c'est une première innovation. Et après, je dirais que ce sont des rencontres inattendues qui fera peut-être qu'un jour, on retrouvera SCF sur un avion. Voilà. Merci. Olivier. J'attends que le succès. Non, pour moi, l'innovation textile, en tout cas, elle devrait reposer sur 3 piliers. Le premier, c'est le collectif. Pendant peut-être quelques années, on pouvait développer au sein d'une seule entreprise des produits extraordinaires. Maintenant, on se rend bien compte que on ne peut plus, les technologies sont trop compliquées, et donc, et Corinne nous aide pour ça. Le collectif est sans doute un des maîtres mots, à savoir casser cette image de la France qui était effectivement très innovante, mais où on disait que ça restait souvent dans les laboratoires. Il faut que la science des laboratoires, des universités, passe chez les entrepreneurs. Donc ça, le collectif. Deuxièmement, écologique, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on en est conscient d'autant plus aujourd'hui, parce qu'il y a des manifestations dans Paris pour ça. J'ai participé à divers colloques ces dernières semaines. On s'aperçoit qu'on va produire plus local qu'avant.
et peut-être pas demain, mais après-demain, on sera obligé de produire local parce que ces 100 000 bateaux, même si on allège leurs dépenses énergétiques, c'est impensable. Je vais simplement vous citer un exemple, c'est le parapente. Porsche est leader mondial dans le domaine du parapente. 8 ou 9 parapentes sur 10 sont fabriqués avec nos tissus. Est-ce que vous vous rendez compte que la fibre vient de Taïwan? Elle est tissée à la Tour du Pin dans l'Isère. Elle est confectionnée au Sri Lanka. Et elle revient parce que le parapentiste, il est ou allemand, ou suisse, ou français. C'est fou. C'est fou. Donc ça, à mon avis, ça va changer. Donc, collectif, écologique, et puis je dirais qu'il va falloir aussi qu'on pense à l'économie en général. Il est aussi impensable de penser que des usines en Europe soient détruites par des concurrences ahurissantes qui cassent tout et qui au final prennent à la fois nos savoir-faire, prennent nos compétences et tuent notre capacité d'innovation parce que tout maintenant, dans certains cas, vous voyez bien, hein, tout se fait en Chine. Ça, à mon avis, c'est pas tenable, en tout cas pour nos pays. Voilà. Merci Jacques. Alors, je vais essayer d'enchaîner. Moi, j'ai un petit peu moins d'expérience, un petit peu moins de recul sur l'industrie du textile, puisque mis bout à bout, ça ne fait que 10 ans que je suis dans ce domaine-là. Mais je vais essayer d'avoir une analyse aussi pertinente que les deux qui m'ont précédée. J'ai fait une excellente école d'ingénieur que je vous recommande, qui s'appelle l'ANSET. Je sais qu'on est plusieurs ici dans cette salle à en venir. Et quelque chose qui m'avait marqué dans mon premier jour à l'ANSET, c'est dans leur magnifique bibliothèque, qui est splendide, qui est classée. Il y a des rayonnages et des rayonnages de livres qui sont très anciens, qui datent du début du XXe ou du XIXe. Et quand on demandait aux bibliothécaires pourquoi, dans une école d'ingénieurs tournée vers l'innovation, on gardait autant de vieux bouquins, la réponse, c'était qu'en fait, les technologies de ces vieux livres, ce sont encore les mêmes aujourd'hui. Et pour moi, l'avenir du textile, il est dans la transversalité et il est aussi dans ce qu'on peut retrouver dans les savoir-faire du passé qui vont venir nourrir des développements et des applications du futur. C'est assez fascinant de constater que des tissages ou des tricotages qu'on trouve sur des robes ou sur des passementeries ou sur des brocarts du 18e, en fait, on remplace le fil de soie par du fil de carbone et on a une structure aéronautique qui est absolument pertinente et qui répond à beaucoup de besoins. Donc, il faut savoir aller chercher dans des savoir-faire du passé, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, parce que c'est une thématique qui nous intéresse. Il faut savoir aller chercher dans le passé, il faut aussi aller savoir chercher dans d'autres domaines. J'en parlais rapidement, c'est ce que nous, on essaye de faire en croisant de l'optique, de l'électronique, de la mécanique et du textile. Et ça, pour moi, l'avenir du textile, il est vraiment dans cette ouverture qu'on peut avoir ailleurs, c'est-à-dire savoir chercher ailleurs de nouveaux produits, des nouveaux process, des nouvelles formes d'innover, parce que c'est comme ça qu'on saura avancer. Merci. Merci. Donc je dois innover parce que je suis en 4e position et beaucoup a été dit, mais en fait je suis dans un secteur, on va dire, qui est très différent. Je dirais que le maître mot, c'est continuer à oser, particulièrement dans un environnement qui est exigeant en termes de validation, de qualification, avec un environnement normatif, réglementaire qui est fort et qui, du coup, on fait donc pourrait être vu comme un frein à l'innovation. En tout cas, moi, je le vois comme une réelle opportunité. Donc, en fait, il faut savoir oser. D'autre part, innover, c'est toujours partir en faisant du terrain, c'est toujours partir de nouveaux besoins. Parce que innover à la marge et avec toutes les conséquences en fait derrière en termes de développement de produits, si vous arrivez à un produit finalement qui ne délivre que marginalement des améliorations, c'est du temps perdu. Donc ça passe par le contact avec les patients, ça passe par le contact avec les professionnels. Pour rebondir avec ce que disait Olivier, l'innovation d'aujourd'hui et de demain, elle passe par le contact, elle passe par la visualisation, elle passe en étant le nez, les mains dans le cambouis, sur le métier, et au-delà de visualiser simplement par des logiciels informatiques de plus en plus puissants. Donc ça passe par aussi être les mains dans le cambouis.
quelque part aussi, je disais donc oser en tout début, il existe, on fait donc, on est très conservateur. J'entendais ça par les enjeux, par les techniques qui ont été mises en place, par les armures qui ont été mises en place, notamment dans le cardiovasculaire, avec assez peu de réelle innovation. Et on a encore, on fait donc des besoins cliniques qui doivent être couverts, et notamment l'intégration de ces prothèses que j'ai montrées. Elles ne sont pas vraiment intégrées au bout de 10 ans. Elles remplissent très bien leur fonction, mais on aimerait avoir une couche, on fait donc de fonctionnalités supplémentaires. Et je suis persuadé que l'innovation textile, simplement en osant de nouvelles armures, même s'il y a des contraintes de validation et de passer par 400 millions de cycles en faisant dans des conditions diverses et variées et autres, je pense que là, il y a des possibilités. On a besoin aussi de nouveaux fils, notamment pour la chirurgie robotique. La chirurgie robotique, elle se développe de plus en plus, mais avec des contraintes, et notamment des contraintes pour les grandes dimensions de prothèses. Certains ont des prothèses de 30 par 50 cm, croyez-moi, mais en fait, il faut pouvoir les introduire par les trocars, et quelque part par là, pour délivrer la même fonctionnalité mécanique, eh bien, il faudrait partir sur des fils plus fins, plus résistants, avec des propriétés mécaniques, mais tout en étant biocompatibles, tout en étant compatible avec une utilisation clinique. Et là, je pense qu'il y a des choses à faire. Ça peut venir aussi, pourquoi pas, et notamment pour les fils résorbables, de la manière à avoir l'empreinte la moins forte possible une fois implantée dans le corps. Donc on parle d'écologie, mais là c'est de l'écologie, on va dire, interne. Des solutions, notamment par fermentation, de nouveaux fils ont été développés, et notamment des polyhydroxybutyrates qui ont des profils de résorption et à la fois de propriétés mécaniques qui sont intéressants. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas se freiner, même si on est dans un environnement qui est de plus en plus compliqué, il faut oser. Oser, oser et toujours croire à l'innovation. Sinon, on est mort. Merci Yves.